Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet d'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances aux familles des victimes de la crue de l'Oued Meknessa à Chlef causée par les récentes précipitations de pluie. Le bilan provisoire des victimes s'est alourdi à 7 morts. Les opérations de recherche pour retrouver d'éventuels survivants sont toujours en cours. Dossier agriculture dans cette édition, d'abord l'élevage bovin à Djedjel, la transformation laitière à Oum-le-Bouagui et la mise en service de chambres froides à Lerouat. Et puis à la fin de cette édition, une immersion dans le jardin du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Les jardiniers donnent libre cours à leur créativité en composant avec une panoplie de plantes vertes et plantes à fleurs. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, une réunion qui sera consacrée à un projet d'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Je vous le disais en titre, le bilan provisoire des victimes de la crue de l'Oued Meknessa à Chlef survenue hier suite aux fortes précipitations enregistrées dans la wilaya de Chlef s'est alourdi à 7 morts. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances aux familles des victimes et sachez que les opérations de recherche pour retrouver d'éventuels survivants sont toujours en cours. Nesrine Ben Saidi. Personnes décédées dans les inondations de Oued Meknessa, en plus de plusieurs maisons inondées et plusieurs véhicules emportés par la crue de l'Oued. Ce bilan est provisoire puisque les recherches se poursuivent toujours. À l'issue de cette tragédie, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a instruit le wali de la wilaya de Chlef à la prise en charge immédiate des victimes de ces inondations. Nous avons reçu un appel téléphonique de la part du président de la République qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a donné des instructions fermes quant à la prise en charge immédiate des victimes et leurs familles. Dieu merci, la gendarmerie nationale a fait le nécessaire pour faciliter la circulation. L'intervention des éléments de la protection civile était rapide et efficace, même les services des travaux publics. Les éléments de la protection civile ainsi que des bénévoles de la région continuent les recherches pour retrouver d'éventuels survivants ou des blessés au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Les fortes précipitations qui se sont abattues sur la région de Chlef ont provoqué le débordement de Oued Meknessa. Nous avons mis en place les moyens nécessaires qui sont 5 camions de pompiers et 10 ambulances et pas moins de 60 pompiers pour prendre en charge les victimes. Les éléments de la gendarmerie nationale ont pris les dispositions nécessaires pour faciliter la circulation. Nous avons détourné les usagers de l'autoroute Est-Ouest vers la RN numéro 4, dans ces deux sens, Alger-Oran. Les opérations de recherche se poursuivent. Les autorités locales de la wilaya ont quant à elles déployé d'importants moyens pour enlever la boue entravant la circulation routière. La commission présidée par le wali de Chlef était sur place. Des moyens humains et matériels importants ont été mis en place. Je remercie tous ceux qui ont participé à aider les citoyens et à les prendre en charge. Il est à noter que la route reliant Chorfa et la commune de Ouled Ben Abdelkader et l'autoroute Est-Ouest dans son tronçon reliant l'échangeur de Wetzley à celui d'El Moussalaha dans la commune de Chlef sont fermés au trafic.
Deuxième et dernier jour des travaux de la journée d'études sur la guerre de l'information et la campagne de déstabilisation de l'Algérie via les réseaux sociaux. Hier, au premier jour, les participants ont estimé que pour faire face aux flux médiatiques extérieurs, souvent destinés à saper le moral des Algériens et porter atteinte à la crédibilité des institutions les plus névralgiques de l'État, qu'il fallait réhabiliter le modèle médiatique national et améliorer son efficacité. Le compte rendu de cette première journée avec Amel Bouarfa. C'est une nouvelle forme de guerre qui repose sur des moyens insidieux visant à déstabiliser les États et les peuples. La guerre de l'information ou l'usage ciblé par des pays, des organismes ou des personnes, des plateformes et des réseaux sociaux numériques à des fins de désinformation, d'influence et de manipulation de l'opinion publique. L'Algérie fait face à une véritable campagne ciblée pour déstabiliser sa sécurité en raison de ses positions indéfectibles à l'égard des causes justes, notamment au Sahara occidental, en Palestine. Les positions de l'Algérie gênent plusieurs. Ceux qui cherchent l'hégémonie, ceux qui cherchent à dominer le monde, et notre région spécialement, trouvent que l'Algérie les gêne. Ils essayent de faire pression sur nous. Le degré de conscience du citoyen qui constitue la défense essentielle et stratégique de la chose. Je parle d'organismes américains qui sont spécialisés dans l'exportation de la démocratie. Ils existent depuis pas mal d'années, mais ce qu'on a vu récemment, c'est que le modus operandi, c'est-à-dire la façon avec laquelle ils travaillent, a changé depuis l'avènement du cyberespace. C'est-à-dire que le cyberespace est devenu un champ où on peut mener des guerres, mais des guerres d'un autre type, c'est-à-dire avec des cyberactivistes et en manipulant l'information. Face à cette situation, le rôle des médias publics est crucial. Revenir aux fondamentaux, revenir à la notion de service public qui est très intéressante et très importante. Il faut que les médias publics s'approprient cette notion et à travers les médias publics, ce sont les journalistes eux-mêmes qui doivent s'approprier cette notion. Ils sont au service de la collectivité et non pas au service d'intérêts, de personnes, de clans, de groupes, etc. De un. De deux, il faudrait peut-être revenir à une question fondamentale, c'est rétablir la confiance entre le peuple et ses médias publics. Comment elle se rétablit? C'est lorsque ces médias se pensent autrement, se pensent à l'aune de 2021 et non plus comme c'était stipulé dans le cahier de charge de 1991. On fait des échanges pour construire ensemble, bien sûr confirmer une stratégie et surtout mettre en place une feuille de route de façon à prendre en charge tout le problème. L'Algérie est donc appelée à mettre en place une stratégie de riposte globale de défense impliquant l'ensemble des acteurs pour lutter contre cette guerre cybernétique et son impact sur la sécurité nationale. Nous parlons ce matin de l'entrepreneuriat social. Rania Mabrouk et Bilal ont participé à la première promotion de start-up dans le cadre d'incubation privée. Après 6 mois d'incubation, ce sont aujourd'hui de potentiels entrepreneurs et porteurs de projets à forte utilité sociale. Sami Benchir était présent hier pour la cérémonie de clôture qui s'est tenue en présence du ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up, Yassine El Mahdi Walid. Regardez. Dans le cadre d'un programme d'incubation privée, ces startups se spécialisent dans l'entrepreneuriat social. Rania Mziane, 24 ans, et jeune diplômée en économie et gestion des entreprises et porteuse du projet Veritis. Tu n'es pas seule sur ce projet. Exactement. Donc, ce projet-là, ces tote bags seront confectionnés par des femmes au foyer algériennes. Il y a des illustrations sur ces tote bags. Oui, donc en fait, Veritis a 3 impacts. L'impact social, l'impact qui est justement de faire travailler ces femmes algériennes et aussi l'impact environnemental. Cet entrepreneuriat social
Il recherche la création d'emplois et porte haut les causes de cette jeunesse soucieuse de l'avenir de l'Algérie et de son environnement. Mobrouk Ahmed Rami, j'ai 25 ans, je suis de Blida et je suis le fondateur de Nolecycli, la première plateforme en ligne qui regroupe les différents acteurs de la chaîne de consommation et surtout du recyclage et qui surtout incite le consommateur à faire du tri à la source. Un sens aigu de la responsabilité et une vigilance de tous les instants à toute opportunité de financement pour leurs projets d'innovation. Certes, mais enthousiastes autour de l'aventure entrepreneuriale. Bilal Madvi, j'ai fait master en management de projet. D'où est venue cette idée? En fait, au début du coronavirus, j'ai été en congé. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit il fallait que je fasse un truc. Comme je suis passionné par l'anglais et j'aime parler avec mes amis en anglais, donc l'idée est venue comme ça. On était tous à la maison, donc il fallait faire quelque chose. Pour le ministre délégué chargé des startups Mehdi Yassine Oualid, le choix de l'entrepreneuriat est un choix nécessaire. C'est une initiative qui est inédite et qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat social qui, je le rappelle, vise à créer des entreprises dont le but n'est pas simplement de générer du profit, mais aussi d'être plus respectueux de l'environnement et plus respectueux de l'intérêt général. Avec les labels attribués aux startups et aux incubateurs et toutes les réformes en cours engagées par l'État, l'Algérie ambitionne de faire des startups un véritable levier pour son économie. L'élevage bovin dans la wilaya de Jijel a tendance à s'intensifier, raison pour laquelle un soutien à la disponibilité de bétail a été renforcé par la direction des services agricoles de la wilaya. Saïda Mayouf. Dans la commune de Tahir, au lieu d'Iachouat, l'exploitation Sayoud d'élevage bovin a été créée en 2016 avec une trentaine de génisses au départ pour atteindre aujourd'hui plus de 200 vaches laitières, renforçant ainsi le cheptel bovin dans la wilaya de Jijel. Nous avons démarré notre activité en juillet 2016 avec 31 génisses. On a emporté un deuxième quota en février 2017. Actuellement, nous sommes à 225 vaches laitières génisses et un total avec les veaux d'engraissement et les nouveau-nés de 205 têtes. Le dispositif lait dans la wilaya de Jijel comprend plus de 4300 vaches laitières exploitées par 700 éleveurs et produisant plus de 13,5 millions de litres par année collectés à travers 37 collecteurs. Ces derniers livrent la production à 9 laiteries, dont 5 sont répartis sur la wilaya de Jijel et les 4 autres sont situés dans les wilayas limitrophes. Une production laitière conséquente passe inévitablement par une bonne santé animale pour laquelle il est plus que nécessaire de veiller au grain. On procède à un suivi technique pour lequel une identification est nécessaire afin d'établir un fichier de cheptel existant en matière de quantité, de qualité également et de santé animale, surtout concernant le contrôle. Seulement voilà, l'aliment de bétail pose problème entre indisponibilité et cherté sur le marché. L'éleveur Sayoud a préféré réserver une parcelle de son exploitation à la production de fourrage qui demeure insuffisante. Un soutien alors sous forme de boules d'ensilage provenant du sud est tombé à point nommé afin de renforcer la quantité existante. On fait de l'avoine et de la luzerne et pendant l'été, on cultive du sorgho. C'est des boules d'ensilage de maïs, indispensables pour la production laitière, pour essayer de sauver la filière lait. Actuellement, nous faisons face à un grand problème, c'est celui d'augmentation du concentré, qui est un aliment indispensable pour la vache laitière. Actuellement, il y a pas mal d'éleveurs qui ont arrêté, qui ont supprimé ce concentré de la ration alimentaire, ce qui est très dangereux. Premièrement, la production va disparaître. Deuxièmement, il y a la santé du cheptel qui est en jeu. Pour ce qui est de l'aliment de bétail, l'exploitation bénéficie annuellement d'un soutien pour l'acquisition de fourrage enrubanné produit dans le sud
ce qui permet de réduire considérablement les coûts de production du lait dans les zones nord du pays. L'élevage bovin laitier connaît ces dernières années un intérêt grandissant dans cette région, nécessitant pour ce faire un renforcement de la production fourragère et les activités liées à la filière. Transition toute faite pour vous parler de la production laitière à Oum El Bouagui. Là-bas, Asdine, un éleveur de vaches laitières, a réussi, en dépit des difficultés, à agrandir sa ferme aujourd'hui. Il aspire à ouvrir d'autres bâtiments d'élevage bovin et se lancer dans la transformation laitière. Hafsa Rani Bouchrabali. Avec une capacité de production de 3700 litres de lait par jour, Asdine est parvenu à atteindre une partie de ses objectifs et ce malgré les difficultés auxquelles il fait face. L'éleveur de vaches laitières qui nourrit une passion grandissante pour son métier a fait du chemin, lui qui a commencé avec seulement une dizaine de bêtes. Nous avons commencé avec 65 vaches laitières et à présent nous en avons 200. Nous avons également 140 veaux et nous comptons nous agrandir en ouvrant une autre ferme. Notre objectif pour 2021 est d'atteindre les 1000 têtes. Nous voulons simplement que l'administration nous facilite les procédures pour réaliser le forage des puits, pour que nous puissions nous-mêmes cultiver l'aliment du bétail qui nous coûte très cher. Pour une production de qualité, des techniciens et des vétérinaires prennent quotidiennement soin des vaches laitières. On fait leur suivi, à commencer par la traite du matin où on effectue un test qui permet, grâce à un capteur, d'indiquer s'il y a un problème digestif au podal. Tout est signalé au niveau de la salle micro. En cas de problème, la vache est vite prise en charge pour éviter que son état n'affecte sa production laitière. Une production que Asdine veut coûte que coûte augmenter afin de répondre aux besoins du marché local et d'investir une autre filière, celle de la transformation laitière. La superficie des surfaces agricoles dans la wilaya de l'Arwat a enregistré une extension ces dernières années, ce qui a permis la réalisation d'une bonne production de céréales et de cultures maraîchères. D'où l'utilité aujourd'hui de la mise en place de chambres froides pour le stockage du surplus des productions. Des chambres froides qui disposent entre autres d'un laboratoire de contrôle de qualité. Raouf Hamouche. Avec une capacité de stockage de 10 000 m3, cette nouvelle chambre froide située à l'Arwat a été réalisée selon les normes internationales de stockage. Un projet qui permettra de répondre aux attentes des agriculteurs de la région en la matière. Nous avons un laboratoire destiné au contrôle de la qualité du produit réceptionné ici. Nous avons plusieurs chambres froides destinées au stockage de fruits et légumes. Ajoutez à cela une plateforme pour les produits alimentaires surgelés de 0 jusqu'à moins 20 degrés, comme par exemple les viandes rouges et blanches, ou bien les produits laitiers. Cette structure aura pour objectif aussi de réguler le marché local. L'agriculteur est un acteur très important pour la sécurité alimentaire du pays. Ces chambres froides sont d'un grand apport. Elles permettront aussi de réceptionner les surproductions et par la même occasion de participer à la stabilisation des prix. Un acquis qui tombe donc à point nommé pour les producteurs de la région qui trouvaient des difficultés jusqu'à là à stocker le surplus de leur production. Une autre production, cette fois à usage cosmétique, l'huile de pépins de figue de Barbarie. Une unité de transformation a démarré à Gerbez, à Skikda, un projet financé par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, au profit de femmes rurales. Adel Bouhams. De l'huile naturelle et des produits cosmétiques à base de figues de Barbarie. Un défi relevé par les femmes rurales à Gerbez dans la wilaya de Skikda. Des femmes qui ont trouvé en l'association Green Lady l'espace idéal pour leur épanouissement.
Les femmes rurales de Guerbez ont démontré qu'elles sont capables d'être à la hauteur quand elles sont bien prises en charge. Cette association n'est pas destinée uniquement aux jeunes, elle est dédiée également à la femme rurale. Nos ambitions n'ont pas de limite. Nous espérons pouvoir exporter nos produits. Notre région est très riche en figues de Barbarie. C'est pour cela que notre association s'est lancée dans la transformation de ce fruit. L'accompagnement et la formation assurée à ces femmes a donné naissance à la première association de transformation de la figue de Barbarie à l'échelle nationale. En application de la feuille de route des pouvoirs publics et des recommandations du programme des Nations Unies du développement durable, afin de développer les conditions de la femme rurale, nous parachevons la formation consacrée à la région de Guerbez, à Skikda, qui compte plus de 2000 femmes affiliées. Il s'agit là d'une des solutions durables qui peuvent générer des postes d'emploi, et cela en exploitant rationnellement les potentialités naturelles de la région en collaboration avec la femme rurale. La wilaya de Skikda a bénéficié au titre du programme des Nations Unies PNUD de 6 machines d'extraction et de transformation des produits agricoles et des huiles, en particulier les figues de Barbarie. Et nous avons le regret d'annoncer le décès du journaliste Zizi hier, à l'âge de 60 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Natif du quartier de Bab Loued à Alger, un ancien journaliste et fondateur du quotidien Le Matin. Il a par la suite rejoint le Jeune Indépendant. Il a été responsable de la page culturelle pendant plus de 10 années. Dans cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt et à la corporation de la presse, priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort. Le président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario et chef suprême des forces armées, Ibrahim Ghali, a présidé hier une cérémonie de sortie de nouvelles promotions de l'armée populaire de libération sahraoui à l'école du Shahid Wali Askriap, baptisé du nom du Shahid Bani Salek Messoud. La nouvelle promotion a reçu plusieurs formations dans différentes spécialités au niveau des écoles militaires. La cérémonie qui a vu la distinction de certains membres de la dite formation et de cadres ayant eu le mérite de mener à bien les programmes de formation s'est déroulée en présence des membres du secrétariat national, du gouvernement et du Conseil national, ainsi que des dirigeants de l'APLS, outre des cadres militaires et civils. Et puis, la militante sahraoui Sultana Khaya a été victime vendredi soir d'une tentative de liquidation physique par une substance dangereuse jetée sur elle par des Baltaghia de l'État d'occupation marocaine. Pour la militante sahraoui Sultana Khaya, la répression systématique dans les villes sahraouies occupées est une honte pour toute l'humanité, assurant que le peuple sahraoui ne renoncera point à son droit légitime à l'édification de la race sur l'ensemble de ses territoires. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont poursuivi samedi pour le 115e jour consécutif leurs attaques contre les sites de retranchement de l'armée d'occupation marocaine au niveau du mur de sable. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Vendredi, des attaques ont été menées contre les positions de l'armée d'occupation marocaine dans la zone de Chemdimia et Rous Sebti et la zone Lektitira. Des bombardements ont également ciblé les positions des forces de l'occupation marocaine dans les zones de Tarkan, Khanga, Benska et Ahrisha, ainsi que les zones Adim et Edjloud. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les positions de retranchement des forces de l'occupant marocain postées le long du mur de la honte, faisant plusieurs dégâts matériels et humains, conclut le communiqué.
Direction à présent le jardin du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, un jardin qui s'étend sur une superficie de presque 2 hectares et qui dispose de sa propre pépinière, offrant aux visiteurs un véritable écrin de verdure. Reportage Yasmine Moussaoudi. S'étendant sur une surface de presque 2 hectares, tel un écrin de verdure, le jardin du Palais de la Culture Moufdi Zakaria offre aux visiteurs une petite immersion dans la nature. Disposant de sa propre pépinière, ce côté du palais a une place particulière au sein de l'institution. Le Palais de la Culture ou les responsables de la culture et les travailleurs du Palais de la Culture accordent une très grande importance aux espaces verts ou ce qu'on appelle le jardin du Palais de la Culture, vu la diversité de son patrimoine végétal et aussi de la qualité des plantes qui se trouvent au Palais de la Culture. Donc c'est pour cela qu'il a été créé un sous-service des espaces verts. Un sous-service composé de 7 employés chargés de l'entretien, de l'aménagement et de l'embellissement de ces espaces. C'est ici que les jardiniers donnent libre cours à leur créativité, en composant avec une panoplie de plantes vertes et plantes à fleurs pour créer les décors floraux intérieurs et extérieurs du palais, grâce à différentes techniques. Ici, on fait la multiplication, couturage, marcotage, greffage de toutes les espèces pour remplacer l'espace. Comme pour chaque chose, tout a un début et tout a une fin. C'est grâce à cette pépinière que nous arrivons à entretenir ce jardin selon les saisons. Les espaces verts font partie des espaces d'accueil du Palais de la Culture. Ça veut dire qu'ils ont la même valeur ou le même niveau qu'une salle d'exposition ou une salle de projection. Un espace d'exposition d'un savoir-faire au même titre que les autres, mais qui change de décor selon les saisons, au grand bonheur des visiteurs. On termine cette édition avec une bouffée de couleurs. D'ailleurs, c'est ainsi que s'intitule l'exposition collective que nous allons découvrir avec Nessiba Djaidir, une exposition contrastée et au style varié qui réunit les œuvres de 5 plasticiens, la peinture et leur mode d'expression et d'évasion. Nessiba Djaidir. Une exposition signée par 5 artistes aux différents parcours. Chacun d'entre eux présente un certain nombre de tableaux. Dans l'harmonie des formes et des couleurs, à chacun son style et sa technique. J'ai l'impression de renaître avec mes amis les peintres qui exposent avec moi. C'est magnifique et je suis très heureux, c'est une fête pour moi parce que vous savez, l'art et l'artiste vivent en parallèle avec la société, c'est-à-dire c'est le reflet de la société. La femme, c'est avant tout notre mère, notre épouse, nos sœurs, nos filles. Donc la femme, et puis l'Algérie c'est une femme aussi, c'est notre mère nourricière. Donc la femme a toujours été la pierre angulaire de la société. C'est pour cela qu'elle est omniprésente dans mes toiles. Dans ce champ thématique, les artistes libèrent leur force créative. Au gré des inspirations des uns et des autres, ils se laissent guider par leur ferveur artistique. Attentifs à tout ce qui les entoure, ils traduisent leurs émotions d'artistes. Il faut essayer toujours d'apporter du nouveau et c'est ça mon objectif, dans la manière de travailler, dans les couleurs, dans les formats aussi. Donc pour moi c'est un voyage que j'offre à mes visiteurs. Pourquoi pas leur donner le sourire à la sortie. Des thèmes et des supports de travail de prédilection avec en toile de fond bien des émotions. Ces artistes laissent parler leur imaginaire et leur moi intérieur.
J'essaie de reproduire mon environnement, mes souvenirs, mon enfance, ce que j'ai vécu, etc. Il y a toujours le patrimoine qui revient, c'est logique. Nous sommes Algériens, nous sommes héritiers de tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, ce qu'on a vu, de tout ce qui est tradition, toutes ces cultures dans différents supports qu'on a touchés, qu'on a vus, etc. Après une longue période de confinement, des retrouvailles entre artistes. Des retrouvailles et des échanges d'idées pour mieux avancer. Avancer dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement. Et sachez que cette exposition reste ouverte jusqu'au 13 mars et c'est à la Galerie Mohamed Rassim à Alger. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fariachir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.